Voilà, donc nos invités sont bien là. Tarek Salama, membre d'un parti politique et donc analyste politique aussi, bonsoir. Bonsoir. Et Talat Tacher, analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Alors, la première question, si on évoque quelques points importants, on va peut-être évoquer je prendrai le secteur de la diplomatie, de l'enseignement et l'éducation supérieure, l'éducation et enseignement supérieur plutôt, économie, santé, et nous allons voir ensemble où nous en sommes, dans quel état le futur président va récupérer le pays, les projets qui sont mis en place et qui doivent être maintenus, les projets peut-être à éviter, etc. Donc si je prends par exemple, si je commence par la diplomatie égyptienne, l'Égypte a toujours été un pays, on va dire, qui a un rôle important, que ce soit sur le continent, sur la scène régionale et même sur la scène mondiale. Sa politique est plutôt une bonne entente avec tous les pays de la planète. Mais la question peut-être que j'ai envie de poser, c'est que est-ce que après ces élections présidentielles, et encore une fois, peu importe les résultats, est-ce qu'après ces élections présidentielles, pensez-vous que le gouvernement doit toujours continuer cette tractation auprès des pays du monde entier, lui faire promouvoir la situation du pays, les ambassades sont là pour ça, mais enfin les ministres, est-ce que les ministres doivent encore voyager, montrer que l'Égypte est en train de suivre son développement, etc., etc., ou quand même on a 2/3 de la feuille de route qui ont été effectués, donc maintenant il suffit de se concentrer plus sur d'autres priorités. Dr Tarek. Il me semble que c'est très important de continuer l'effort et plutôt aussi doubler même l'effort, parce que le monde est devenu un petit village. L'impact de la globalisation fait que on ne peut pas survivre sans le monde autour de nous. Il y a des côtés économiques principalement, puis il y a des côtés politiques, surtout régionaux, comme nous sommes des pays qui régionalement a beaucoup d'impact sur le monde arabe, même sur la Méditerranée. Donc ce côté-là est essentiel. Le côté économique est encore beaucoup plus important que ça, parce que, comme on sait qu'on est dans un état... Si on reste plutôt dans la diplomatie, bien évidemment, je vais évoquer dans le la côté diplomatie, économique. dans ce cas-là, je dirais que c'est déjà un bon signe que les Européens et les États-Unis ont commencé par réaliser que nous sommes dans le cours d'un processus qui peut s'appeler démocratique, et ça doit continuer au moins jusqu'aux prochaines législatives. Talat Tacher. Après une révélation comme qu'on a eu, de toute façon il y aura un nouvel régime. Après 30 ans de régime, 32 ans de régime autoritaire, à mon avis, la politique égyptienne, surtout à l'étranger, il est obligé de changer la politique. Il faut que ça soit... Dans quel sens? L'indépendance. C'est-à-dire? C'est avant... On sait tous que les décisions politiques égyptiennes n'étaient pas autonomes, n'étaient pas indépendants. Aujourd'hui, bon, un nouvel régime, c'est le minimum qui peut nous présenter, c'est le minimum que vous nous présentez, une décision politique étrangère indépendante. L'Égypte, il faut que ça soit indépendant. On ne peut pas vivre tout seul, on vit avec le monde entier. On vit avec 195 billets, il faut que ça soit au bon, il y a une relation, des relations entre les billets, mais avant, la décision égyptienne, elle était suivie la décision américaine, suivie la décision européenne, suivie où qui peut avoir d'aide des finances, mais aujourd'hui on souhaite avec la future présidente d'avoir l'indépendance pour tout. L'indépendance, vous savez... Vous avez souligné un autre point qui sont les subventions sur lesquelles je vais revenir sur le secteur économique. Allez-y. Oui, vous avez parlé avant l'émission de l'élection. On n'est pas indépendant de l'élection. Vous savez, les moitiés des jeunes ils commencent à parler anglais. Ils commencent à oublier, il n'est pas fier, les gens ne sont pas fiers de parler notre langue, la langue arabe.
c'est très important. Et c'est pas, moi je peux dire, c'est une occupation intellectuelle. En fait, vous critiquez ou vous dénoncez cette espèce de manque d'identité peut-être de l'Égypte, c'est ça? Oui. Ouais. Mais quand vous dites par exemple, vous parlez d'indépendance, vous avez évoqué quand même que on fait partie d'un système international. Mais bien sûr. Vous avez sûrement une famille et lorsque vous prenez une décision et qui ne plaît pas, qui ne plaît pas à la famille, donc j'essaie de réduire vraiment, qui ne plaît pas à la famille. Vous n'allez pas non plus être vous prendre, enfin, négliger leurs avis et puis allez vous suivre votre destinée entre guillemets tout seul. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de compromis qui doit être fait. Justement, attends, la décision des familles, il faut que ça soit par la famille. Mais c'est pas un suivi, l'envie des autres, la volonté des autres. C'est ça ce qu'on a avec le régime de Moubarak. On était tout le temps du suivi, la volonté et les intérêts d'Israël et les États-Unis. C'était trop clair. Aujourd'hui, ce que je souhaite, ce que j'ai envie, ce que je demande le futur président qu'on soit en personnalité. L'Égypte a une personnalité dans le monde entier qui leur envie, leur volonté, c'est indépendant. Bon, oui, docteur Tarek, est-ce que vous avez... Je vais rester sur cette histoire d'indépendance. Vous rejoignez ce que dit Talat Tacher? Non, bien sûr que non, parce que les Égyptiens sont indépendants d'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on a des cultures différentes, qu'on ne soit pas indépendant. Parce que, de nouveau, je retourne au même principe. C'était un petit monde, c'est le petit village maintenant, donc... si on a un amalgame de culture, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas indépendant. Non, je crois que Talat Tacher... Le deuxième problème, si vous me permettez, oui, je vous en prie, c'est il ne faut pas toujours dire on suivait les Américains ou on suivait Israël. On a suivi, c'est pour ça que on a suivi toujours notre propre intérêt. La différence, c'est que certains, comme l'ex-président, ils voyaient que c'était son intérêt d'être un peu plus aligné avec les Américains ou avec la paix avec Israël. Bon, un nouveau gouvernement, il va faire la même chose ou il va changer. C'est la grande question qui se pose. Mais dire que nous ne sommes pas indépendants, c'est ce que je m'oppose à ça. On a toujours été indépendants, y compris même l'ancien régime. Parce que oui, il suivait les Américains, mais aussi il essayait de faire ce qu'il voyait utile pour son pays, de son point de vue. Ça ne veut pas dire que... Donc pour moi, être indépendant, ça veut dire suivre l'intérêt de l'Égypte. Ouais. Non, mais je voulais dire. Oui, c'est ça, suivre l'intérêt. Mais c'est vrai qu'il y avait le gouvernement, peut-être, c'était plutôt dans son intérêt de suivre une certaine voie. Donc en fait, peut-être, est-ce que vous voulez privilégier un courant plutôt, une pensée plutôt nationaliste, c'est-à-dire que pour l'instant, on reste concentré sur notre pays, qu'on oublie un peu l'étranger, ou donner une certaine identité, changer un peu, oui. C'est impossible de rester à votre place et on ne peut pas vivre, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas vivre tout seul. On a les relations internationales, il faut que l'Égypte, c'est un grand billet. L'Égypte, c'est un des plus grands billets de la région. Et on avait des rôles importants. L'Égypte, bon, on a négligé un peu l'Afrique, on a négligé un peu la nation arabe. Et moi, ce que je veux dire, on ne peut pas être loin les États-Unis, c'est un grand billet. C'est un grand billet. Il faut pas. Mais quand on prend une décision politique, par exemple, de commencer une guerre à l'Irak, il ne fallait pas parce que les États-Unis veulent qu'on va. Non, notre décision sera à nous avec l'intérêt, comme vous avez dit, docteur, c'est avec les intérêts d'Égypte. Pas seulement parce que nous sommes, on fait partie de les allées américaines qu'on suit, c'est tout. Non, il faut qu'on suit, mais des fois, quand
il ne faut pas, parce que les entrées d'Égypte, il ne faut pas suivre les Américains. Pour moi, c'était la politique étrangère dans la période des Moubarak, non. Moi, ce que je trouve ici ce point, parce que c'est un point très important. Oui. L'Irak. L'Irak. Alors, l'Irak, on a participé en 91 et c'était à cause du Koweït. Mais en 2003, on n'a pas participé. Donc, on ne peut pas dire, franchement, on ne peut pas dire qu'il a suivi toujours, l'ancien régime a toujours suivi les Américains. Voilà la preuve. Non, quand c'était à l'intérêt de l'Égypte, on a participé parce que c'était pour le Koweït. Et c'était très normal qu'on aide. Et aujourd'hui même, les pays du Golfe arabe, ils nous pensent à ça. Il y a des entraînements militaires entre les forces égyptiennes, les forces des Émirats, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que notre rôle est déjà là, il se prépare. Moi, j'ai donné un exemple. En 2003, un exemple. Pourquoi vous avez donné l'exemple de 91 ou 91 et vous n'avez pas donné l'exemple de 2003? Moubarak a catégoriquement refusé de joindre les forces même 91, il ne fallait pas y aller. C'est l'Irak, les États-Unis tout seuls, il peut démolir et fonder l'Irak dans 3-4 jours. Non mais moi j'ai envie de reprendre la question autrement. C'est-à-dire que maintenant, la vision de la politique extérieure de l'Égypte, est-ce qu'elle doit changer? C'est-à-dire que est-ce que l'Égypte doit mettre en place une identité diplomatique ou de politique extérieure typiquement égyptienne, comme, je sais pas moi, la politique française sur l'extérieur, elle est comme ceci, la politique allemande, elle est comme cela, elle rejoint peut-être la politique française, mais enfin en tout cas, il y a quand même des différences de la part que chaque pays quand même a son identité. Est-ce que l'Égypte a une identité diplomatique, oui ou non? Et je vais continuer avec Taleb Salama, peut-être, puisque voilà, vous êtes contre un petit peu ce que dit Taleb. Je suis d'accord, il a dit quelque chose de très très important, et c'est l'Afrique. Il me semble que avec les pays arabes, on a toujours eu des contacts directs du point de vue politique, affaires étrangères, ainsi de suite. Mais l'Afrique, alors ça vraiment, ça c'est un des gros problèmes de l'ancien régime. Avec l'Afrique, c'est notre intérêt historiquement depuis 4000 ans. Donc c'est ça où il faut mettre beaucoup de poids. C'est de tous les côtés, du côté politique, et c'est pour cela que quand on essaie de retourner de nouveau à l'association, l'unité africaine, ça prend un peu de temps. Mais si on avait notre influence, qu'on avait autant du Boutros-Ghali par exemple, était toujours en contact avec les pays africains, on n'aurait pas été boycotté par l'Union africaine, par exemple. Et dernière question pour clôturer la diplomatie. Et si tout simplement la diplomatie, c'est une répercussion de la situation économique, sanitaire et éducative du pays, est-ce que tout simplement, si on évolue, on développe, parce qu'au fond, quand un citoyen lambda d'un pays qui se dit un pays du Nord, donc les pays les plus puissants, quand on le regarde, on le dit, ah oui, parce que dans le pays de ce type-là, ah oui, ils ont l'éducation ou son diplôme, il a un poids sur la scène internationale, son système sanitaire ou de santé, le système de santé ou le système d'assurance, de couverture sociale, etc. est bon, son système économique est stable, etc. Est-ce que c'est tout simplement en remédiant, et ça va me permettre d'enchaîner la suite, justement, c'est pour ça que j'ai une réponse rapide. Est-ce que est-ce que justement le fait de remédier aux problèmes des autres secteurs ne va-t-il pas peser sur le poids de l'Égypte sur la scène internationale? Taleb Tachir? Oui. Moi, ce que je veux dire, il faut être ouvert pour toutes les communautés internationales. Il faut qu'une vision politique nouvelle, et surtout pas négliger l'Afrique, parce qu'on a négligé l'Afrique 35 ans, négliger l'Afrique, c'est très très important. Il faut des échanges d'expérience, d'échanges de personnel, des charges d'indication, et surtout l'Afrique, parce que c'est la vie, c'est l'eau, c'est très très important pour l'Égypte. Et il faut être ouvert pour tout le monde avec les entrées d'Égypte. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est bon. C'est bon. Taleb Salama, pour clôturer cette diplomatie-là, peut-être quelque chose à ajouter ou non, il me semble qu'un tout petit point, c'est aussi ajouter l'envergure méditerranéenne.
Oui. Ça, c'est très important. La politique de la Méditerranée. Voilà. Alors, du côté Afrique et Méditerranée, parce qu'avec les Arabes, de toute façon, on est toujours en bon contact. Voilà. Ouais. Bon, voilà, les différents secteurs, et si je commence quand même par un des secteurs et pas des moindres, c'est le secteur de l'éducation. Selon vous, qu'est-ce que l'éducation égyptienne, de quoi l'éducation égyptienne a-t-elle besoin, et est-ce qu'on pourrait penser que l'éducation en Égypte, avec toute son histoire, etc., je rappelle quand même que l'Égypte est le premier pays au monde à avoir inventé l'écriture, c'est quand même, on a quand même un poids sur ça, et est-ce que on peut rêver comme à petite, moyenne ou grande échelle, comme des pays importants comme la France, l'Angleterre, les États-Unis ou l'Allemagne, etc., qui ont leur système qui est répandu à travers le monde. Moi, je parle de la France parce que c'est quand même à travers des organismes comme l'AEFE qui vraiment répand le système éducatif français à travers le monde. Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'Égypte puisse arriver à un niveau où son système éducatif est de poids à l'intérieur et envisager l'extérieur? Ok, à vraiment dire que je ne suis pas très spécialisé en éducation, mais je peux parler de l'éducation professionnelle et technique. Il me semble que il faut mettre beaucoup de poids sur ce genre d'éducation. Pour le reste, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Pas vraiment dans mon domaine, mais l'éducation technique, très importante, parce que c'est ce qui fait tourner l'économie, c'est ce qui fait apprendre aux jeunes. Le problème de l'éducation technique, c'est une histoire de mentalité, ça. Est-ce que c'est vraiment le gouvernement qui ne met pas en place de la main-d'œuvre qualifiée, ou c'est plutôt la mentalité égyptienne qui veut que... L'éducation technique et professionnelle doit être sous la supervision des entités qui sont intéressées. L'État ne peut pas faire ça. L'État peut mettre les grands plans, oui. Mais par exemple, vous voulez me dire que le ministre de l'Enseignement, il dirige l'école hôtelière. Ça, c'est incroyable. Dans tous les pays du monde, l'école hôtelière est toujours sous les associations d'hôtels, ainsi de suite. Et on continue. L'éducation technique en Allemagne, c'est sponsoré par l'État, mais c'est sous la direction des entreprises concernées. Voilà. Et d'ailleurs, l'éducation technique en Allemagne, c'est un pays avant-gardiste, puisque beaucoup de jeunes Allemands, le système universitaire n'est pas vraiment le système qui est privilégié par les Allemands. Ils vont ce qu'on appelle la Fachhochschule, qui est plutôt enseignement technique professionnel. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et la deuxième chose, c'est que je ne sais pas pourquoi il faut toujours qu'on recommence à réinventer la roue. Maintenant, il y a le e-learning, il faut que ça devienne une des priorités, parce que c'est moins cher, parce que ça, même les petits villages, au moins un grand morceau de l'enseignement peut partir à travers le e-learning. Tout le monde maintenant, plus ou moins, pourra utiliser des ordinateurs. L'État est en train on dit qu'ils ont fait des tablettes, apparemment. Donc, alors, il faut se lancer dans cela, parce que économiquement, ça peut être une réussite, et ne pas recommencer de nouveau de refaire les écoles comme nos ancêtres ont fait. On va plutôt en avant. Oui. Voilà. Moi, votre question, est-ce qu'on peut rêver? On peut toujours rêver. On peut toujours rêver d'avoir un billet avec une éducation supérieure. Moi, à mon avis, on commence avec la recherche scientifique. En même temps, parallèle, on commence par les enfants. Parce que, vous savez, le système d'éducation, le système complètement très mauvais. On le sait, pour rentrer dans une école aujourd'hui, c'est incroyable. Les professeurs même, il n'est pas très indiqué, il est mal indiqué. Les directeurs de l'école même, il est très indiqué, il est mal indiqué. Ce qui est bien, c'est l'école... les écoles privées. Les écoles privées, parce que les professeurs, c'est d'étrangers qui sont bien indiqués, mais le système, il faut changer tout le système. Et commencer la recherche scientifique. Et en même temps, on change. Pour les enfants, ils commencent à 6 ans, ils commencent avec un nouvel système, avec un nouvel professeur, un nouvel directeur, avec une gestion scientifique moderne. Là, on peut arriver
comme vous dites, la rêve qu'on a envie de les faire. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par nouvelle gestion? Qu'est-ce qui manque à votre avis, si vous devez donner des grandes lignes? Toute la mesure, elle est très mauvaise. Il faut, écoutez, je ne suis pas spécialiste, mais on peut avoir des experts, il y a des Égyptiens on a 135 000 Égyptiens à l'étranger. C'est des experts, ils travaillent dans les centres scientifiques. On a des gens qui ont d'expérience. Ils viennent, ces gens-là, il y en a des gens qui sont très très forts dans les gestions. Ils viennent, ils nous mettent un système moderne comme les autres pays, qu'on marche là-dessus. Parce que le système qu'on a, c'est très mauvais. On ne s'en sort pas avec le système qu'on a. Oui. Je vais parler de la culture. Alors, Talat Cheikh, comment promouvoir la culture égyptienne déjà pour commencer à enseigner la culture égyptienne aux enfants, leur faire comprendre le respect du patrimoine égyptien? C'est l'école. C'est l'école. Vous savez, comme il dit, il faut 3 fois le double des nombres des écoles qu'on a en ce moment. Il faut 3 fois le double de l'université qu'on a. Écoutez, si on commence, au début de l'émission, je vous avais dit, on commence avec les enfants. On commence avec les profs, il faut qu'ils soient très très bien indiqués. Hein. C'est pour ça il faut la relation. Des profs qualifiés, vous voulez dire. Prof qualifié, voilà, prof qualifié. Et pour avoir un prof qualifié aujourd'hui, il faut l'échange d'expérience entre les pays comme l'Égypte et la France, et l'échange d'expérience entre les pays comme l'Égypte et les États-Unis, pour avoir un prof bien indiqué. Et on commence avec les enfants. Oui. Donc, vous constatez qu'il y a une espèce d'interdépendance entre les États, pour reprendre la première question posée ensemble. Mais quand je parle de l'indépendance, moi je dis l'interdépendance, c'est-à-dire qu'il y a quand même une confiance mutuelle. Je ne parle pas de dépendance. L'interdépendance, c'est-à-dire que chacun a besoin de l'autre. Salama, culture aussi, parce que ce que j'aime bien, par exemple, dans le modèle des germanistes, donc que ce soit l'Autriche ou l'Allemagne, c'est-à-dire que ces gens-là sont vraiment fiers de leur patrimoine. Ils font visiter, par exemple, ils font visiter en Allemagne, à Berlin, on visite le Bundestag, on regarde les gens, donc on admire la transparence allemande dans le système politique. Toute la moindre parcelle, le mur de Berlin, on peut le visiter, la place de Potsdam, etc. Donc vraiment, peut-être sont soucieux à promouvoir leur culture. On dirait qu'en Égypte, on n'est pas encore dans ce concept-là. Qu'est-ce qu'on doit faire à votre avis? Bien sûr, quand vous pensez que dans les 14 années scolaires, vous étudiez l'époque pharaonique pendant une demi-année. Ça, c'est incroyable. C'est un exemple. C'est 2000 ans d'histoire, plus de 2000 ans. On parle pratiquement 3000, 4000 ans. Alors, vous avez un semestre sur 14 ans. Ça, c'est incroyable. Deuxième chose, il faut apprendre aux jeunes, et je suis d'accord, aux jeunes de les encourager à avoir plus de créativité. Et pour avoir plus de créativité, vous n'imposez pas vos propres idées. Vous encouragez à s'ouvrir à d'autres idées. Vous encouragez à voir d'autres cultures. Demandez à n'importe quel écolier qu'est-ce qu'il connaît de l'Asie, par exemple. Rien. Peut-être le Japon, parce qu'ils jouent avec les jeux électroniques. L'Asie, c'est plein aussi de culture. Et c'est ce qui nous manque un peu, de comprendre que dans le monde, il y a beaucoup de cultures. C'est pas simplement le français ou l'anglais ou l'allemand. Le monde est beaucoup plus large que ça. Voilà, donc une culture plutôt, s'ouvrir au monde. Alors, un jeune, un jeune à 15 ans en allemand, par exemple, ou en France, il connaît l'histoire plus qu'un professeur égyptien. L'histoire d'Égypte, l'histoire des pharaons, toute l'histoire d'Égypte. Ils sont fous de l'Égypte parce qu'on a une très belle histoire, on a une très belle civilisation, mais... non mais j'irai pas jusque là quand même, parce que, attendez, je veux dire, dans le programme par exemple français, on n'étudie pas l'attaque l'attaque, je sais pas moi, des croisades en Égypte, etc. On étudie plutôt la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose qui ont un rapport quand même avec
le pays. Mais l'histoire d'Égypte. Si tu dis, ça se fait en 6e, parce qu'il y a la première préparatoire ici en Égypte. On apprend aussi très rapidement ce que c'est l'Égypte, etc., l'islam, etc. Mais peut-être promouvoir plus chez nos étudiants l'aspect de notre culture. J'ai envie de passer au système économique maintenant. La question que tout le monde se pose, comment est-ce que ce pays va-t-il enfin pouvoir encourager ses résidents à l'étranger de revenir après avoir acquis une certaine expérience? Alors à défaut de manque d'expérience pour l'Égypte pour différents domaines, on n'a qu'à prendre l'expérience de ceux qui sont partis à l'étranger, qui ont étudié, qui ont eux acquis une autre culture, une autre expérience dans beaucoup de domaines. Alors comment les attirer? Est-ce que l'Égypte va pouvoir un jour les attirer? Il y en a qui font cette expérience et qui tentent leur chance, mais bon, il y en a qui sont quand même effrayés d'y revenir. Alors, Talal Attaché. Moi, aujourd'hui, on peut dire, on commence avec la sécurité. Sans sécurité, sous Moubarak, il y avait la sécurité, mais c'est pas ça qui les a empêchés, c'est pas ça qui les a encouragés de revenir. Parce que la politique égyptienne, il n'y avait pas de volonté de faire un progrès dans l'économie. Il n'y avait pas de volonté du tout. Il faut être réaliste, il faut dire la vérité. Moubarak, il n'a pas de volonté de travailler. Il ne veut pas travailler, ces messieurs-là. Et tous les ministres, ils viennent pour travailler pour ses enfants et sa famille, c'est bon. Moi, je veux dire, aujourd'hui, on commence avec la haute sécurité, ça c'est la première chose, parce qu'on n'a pas d'investissement. Si on pouvait résumer, on me dit à la régie qu'on a on n'a pas beaucoup de temps, donc si vous pouvez juste résumer. Oui. Sécurité, après la sécurité, c'est le plus important, parce qu'il y a la sécurité, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'investisseurs d'étrangers, il n'y a pas de touristes. Si on a de la sécurité, et l'économie commence tout à petit sur mesure de redresser et commence à travailler avec tous les programmes qui sont... D'accord, donc redressement d'abord du pays, etc. Alors Tarek Salama, pour conclure. Moi je pense qu'il faut commencer par la transparence et l'information, les statistiques. Non, la transparence dans les data. Parce que dans un monde qui est connecté, la première chose que va faire quelqu'un qui est en dehors de l'Égypte, c'est de rentrer sur l'ordinateur et de voir qu'est-ce qui se passe dans ce pays, quelles sont les statistiques, et ça, c'est la grande faiblesse de l'Égypte. Il faut absolument que toute une transparence complète, surtout dans tout ce qui concerne l'économie, et qu'on ne parle pas que ça c'est une question de sécurité, on ne peut pas mettre ça. Ça c'est pas vrai. Parce que partout dans le monde, maintenant, au Caire, je peux voir si je vais investir à Dubaï ou je vais investir en Allemagne, c'est très simplement de mon ordinateur. Alors, il faudra faire la même chose pour que les étrangers ou les Égyptiens à l'étranger savent exactement les vrais chiffres. Et voilà. Très bien, oui, alors pour les transparences, c'est très important. Les transparences, c'est très important. Et on commence avec, parce que tous les candidats ils ont parlé des grands projets, tout ça. Moi, je vais parler de toutes les usines qui sont arrêtées après les 25 janvier. On peut commencer avec une petite somme de finances. Faites un marché, toutes les petites usines, là, ils commencent à démarrer l'économie tout de suite. En tout cas, c'est un lourd dossier. Bonne chance à l'Égypte et en tout cas, je pense que le futur président, peu importe qui il est, c'est le choix des Égyptiens et on est content déjà que les Égyptiens vont obtenir gain de cause. Merci Talal Salama, membre d'un parti politique et analyste politique. Merci Talal Attaché, analyste politique également. Merci à vous deux d'avoir été avec moi. Merci. Et allez voter. Oui, bien sûr. Je lance un appel tous les Égyptiens et si vous voulez la stabilité, il faut demain aller voter pour la future égyptienne parce que c'est très important demain être forte participation pour faire un record des participations. On espère, Inch'Allah. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Personnellement, je vous retrouverai dès demain à Alexandrie pour la couverture des élections et tous mes collègues, bien sûr, qui seront au Caire et donc différents gouvernorats. Suivez Night TV pour la couverture de ces élections présidentielles 2014. Je vous laisse en compagnie de mes collègues anglophones jusqu'au lendemain. Merci à vous. Au revoir.